Salut les traqueurs de l'écho et bienvenue dans le bonus de votre podcast préféré. Je suis Salim Nesba et je vous propose de parler crypto-monnaie avec Marc Mazur. Ingénieur en informatique, Marc a fait ses gammes chez un grand énergéticien belge, notamment dans la sécurisation des transactions. Intéressé très tôt par les échanges numériques, il va ensuite fonder It's.me, une des applications les plus utilisées en Belgique pour s'authentifier en ligne. Au passage, il découvre le Bitcoin et fait ses premiers achats en 2012. Nous allons voir avec lui comment il se positionne dans un marché qui flirte actuellement avec ses records. Justement, investir dans le Bitcoin aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure crypto pour commencer, parce que comme tu le dis, on est assez haut, on est proche de l'ATH. Donc en général, on ne commence pas à acheter quand on est proche de l'ATH. Malgré tout, si on veut commencer à investir dans le Bitcoin en spéculant que il y a Trump, etc., et donc on pourra aller beaucoup plus haut. De nouveau, on n'a pas de boule de cristal. De nouveau, on n'achète pas en une fois, on achète en plusieurs fois. Donc on se dit, on veut investir par exemple 10 000 euros sur une année. On divise par 10 mois, 12 mois et on investit 700, 800 euros tous les mois. On va pas faire du DCA. Parce que on est haut et on pense que ça va aller encore beaucoup plus haut par rapport à ce qui va se passer. Après, il y a plein d'autres cryptos. Par exemple, Ethereum n'est loin de son ATH et ce qu'on appelle la alt season, parce qu'en général, il y a des transferts de flux. Donc, d'abord, le Bitcoin passe son cap, fait des plus hauts, etc. Et puis, les liquidités bougent du Bitcoin vers les altcoins et donc principalement l'Ethereum. Donc là, par exemple, ce sont des niveaux qui sont intéressants pour pouvoir se poser sur d'Ethereum ou sur d'autres sujets dans la crypto qui sont intéressants, les agents AI, les REA, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. De nouveau, en achetant de façon régulière et pas en faisant un all-in en une fois. Et pour les moins anglophones de nos auditeurs, ATH, c'est all-time high, donc c'est le record, le point le plus haut. On a vu dans les premières montées du Bitcoin dans le 2020-2021 que dans le monde bancaire, pas mal de grosses institutions ont clairement changé de point de vue. On voit là ces dernières semaines aussi pas mal de gens qui jamais n'auraient proposé des formations sur le Bitcoin qui sont en train de les proposer. Est-ce que cette popularité sur la mère des crypto-monnaies, donc la première des crypto-monnaies, est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même d'avoir trop de popularité pour ce type d'actifs ? Alors il y a toujours une expression qui dit quand le boulanger et le charcutier commencent à en parler, il vaut mieux vendre. Mais ce qu'il y a, c'est que ça devient quand même hyper médiatisé. Trump qui en parle. Après ça, aussi au niveau des régulateurs, la SEC, etc., beaucoup de personnes en parlent. Les gros fonds d'investissement font parler d'eux, BlackRock, etc., etc. Beaucoup de banques maintenant commencent à proposer aussi des services d'investissement crypto. Puis il y a les produits dérivés, les ETF, etc., etc. Donc qui sont sortis, comme tu as pu le constater, il y a déjà maintenant pas mal de mois. Donc ça veut dire que toute la finance traditionnelle peut diversifier son portefeuille en utilisant ces instruments. Donc forcément, on en parle beaucoup, on parle de diversification, puis il y a de la volatilité, à la hausse ou à la baisse, mais ça dynamise un portefeuille. Donc un risque, je pense pas, mais ça dynamise bien les cryptos et ça porte de la crédibilité. Donc je pense que pour l'écosystème complet, c'est positif. Globalement, c'est positif. On voit aussi qu'avec l'arrivée d'investisseurs un peu plus institutionnels, il y a des réflexes un peu plus institutionnels aussi qui se mettent en place que quand des datas sortent sur l'inflation, quand des choses sont perceptibles sur des actifs comme l'or, on voit des similitudes. Toi, en tant que crypto-trader, est-ce que tu vois ces mouvements aussi en te disant, avant, quand on n'était que nous, il n'y avait pas ça? En fait, c'est faux, ça a toujours été là. Mais en fait, beaucoup de gens oublient que la crypto-monnaie, comme l'or, est inversement corrélée au dollar. Et comme il y a une annonce sur les taux d'intérêt, il y a un impact sur le dollar, donc il y a un impact direct, inversement proportionnel sur la crypto. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça, parce que forcément, tu as par exemple Bitcoin, quand tu regardes la cotation, c'est par rapport au dollar. Donc si le dollar explose et que le Bitcoin reste stable, intrinsèquement, la valeur du Bitcoin diminue face au dollar. Et donc, en fait, ça a toujours été là. Donc ça n'a pas changé, juste qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'en rendent compte et font des parallèles par rapport à l'or, etc. Mais rien n'a changé par rapport à ça. Maintenant, ce qui se passe avec tous ces produits dérivés, les ETF et les institutionnels, en tant que puriste crypto-blockchain, où on est dans un monde décentralisé, qui n'est pas contrôlé par une unité centrale, je veux dire, le fait de mettre des ETF, on apporte de la liquidité, c'est bien, mais par un point central.
puisque par exemple, un des ETF, c'est Coinbase, qui est la contrepartie, qui stocke et qui garde les bitcoins en collatéral. Le collatéral, c'est quand on achète des ETF, Coinbase garde des bitcoins proportionnellement à ce qui est acheté en ETF, en contrepartie. Et donc après ça, les vend, etc., suivant les volumes qu'il y a sur les ETF. Du coup, on crée un point central. Donc si on a énormément de volume qui arrive dans les ETF, ça veut dire qu'on concentre une quantité de bitcoin dans un endroit centralisé avec derrière ce qui est décentralisé. Donc c'est un peu antagoniste. Donc là, il y a un risque, effectivement. Comme BlackRock d'ailleurs, qui crée une très grosse concentration. Et on entend même que, par exemple, dans le protocole Bitcoin, cette limitation à 21 millions de Bitcoin, ça chauffe les services financiers plus classiques de se dire pourquoi on ne créerait pas notre propre crypto en ayant un protocole qui soit plus facilement adossable à des produits comme les ETF pour créer du collatéral mieux maîtrisé. Tout à fait, ouais. Et t'en penses quoi de l'arrivée de ces grands opérateurs? Alors aujourd'hui, grand opérateur, à part BlackRock qui a annoncé sortir un coin prochainement, mais il n'y a pas de date. Les autres, j'ai pas vu des choses vraiment concrètes. Après, tokeniser un fonds d'investissement, pourquoi pas? Après ça, donc il y a toutes les monnaies numériques qui arrivent, l'euro numérique, le vrai dollar numérique, le yen, etc. Donc ce qu'on appelle les CBDC. Et là, forcément, ils vont avoir ce nombre de tokens qui va varier par rapport au nombre d'euros qui sont disponibles, qui sont brûlés, etc., etc. Donc, il y aura ça qui arrive. Mais moi, je pense que c'est positif. Après ça, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Solana, il y a les RBA, il y a les agents IA, il y a plein de narratifs, comme disent les Français, de sujets différents. Donc, voilà, moi, je pense que c'est positif. Et alors là, pour cette année 2025, la semaine prochaine, Donald Trump sera investi président des États-Unis. On ne sait pas vraiment encore ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va donner un cours légal au Bitcoin? Jusqu'où ça va aller? Mais outre cet événement-là, à quoi toi tu seras attentif en 2025? Alors en 2025, tous les marchés financiers, l'or, etc., sont très 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 hauts. Il y a quand même des mauvaises nouvelles. On a toujours une tension géopolitique, etc. Donc, je pense que ça peut être une année qui peut être extraordinaire comme une année catastrophique. On dit toujours que les crypto-monnaies, le Bitcoin, est une valeur refuge quand les marchés traditionnels se cassent la figure, je veux dire. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc, à voir. Mais je pense aussi, pour parler plus positif, je vais dire, dans les narratifs, donc les sujets qui seront intéressants à suivre en 2025. Donc, c'est bien sûr toujours la tokenisation, donc ce qu'on appelle les REA, l'EI, donc l'intelligence artificielle, et les agents AI qui tournent sur ces AI. Et il y a un nouveau narratif qui commence à voir le jour, on commence à en parler de plus en plus, c'est la science décentralisée, ce qu'on appelle la DeSci. Donc aujourd'hui, ça se cherche un peu, etc. Comment ça va valoriser la blockchain et la crypto-monnaie pour la science. Donc je pense que c'est des sujets à suivre de près en 2025. Et aussi ce qu'on appelle la alt season, donc la progression de l'Ethereum, lorsque la dominance du Bitcoin va diminuer, et ces transferts de liquidités qui vont vers les autres coins. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et en termes de cycle, je pense, après ça, de nouveau, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que d'ici l'été, je pense qu'on devrait voir clair sur vers quoi on va. Dernière question, les 40% restants de tes bitcoins initiaux, tu as fixé la barre où à $1 million pour appuyer sur le bouton vendre? Alors honnêtement, je pense que je l'ai gardé, entre guillemets, je ne vais pas dire à vie, mais je pense que ça va faire partie de l'héritage et du patrimoine. Voilà, comme tu as d'immobilier, comme tu as plein de choses. Après, avoir l'évolution du marché, ce qui va se passer. Hein. Donc, de nouveau, j'ai pas de boule de cristal, je suis les marchés. Mais aujourd'hui, la vision, c'est ça, c'est de les garder très, très, très long terme. Ça se trouve, dans 3 ans, tu pourras les dépenser sur Mars pour acheter un Dorum. Pourquoi pas. Merci, Alon. Merci pour votre écoute. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast Bourse de l'Écho.